La plupart des gens se contentent de suivre un troupeau. Et dès qu'ils ont pris fait et cause pour un parti, ils s'y accrochent, refusent de voir ce qui les dérange, adaptent leur perception de la réalité à leur parti pris, au lieu de corriger ce dernier en fonction de la réalité. Cela n'aide évidemment pas à la résolution des conflits. Ne conviendrait-il pas plutôt de rester ouvert, de prendre le temps de déterminer soigneusement la cause des problèmes si l'on veut vraiment les résoudre, surtout si l'on aspire à la paix. Quand je dis que la gauche doit soutenir Israël, je ne dis pas qu'elle doit soutenir la politique du gouvernement israélien actuel, plutôt à droite. Je dis juste qu'elle est sur une mauvaise pente qui l'éloigne de ses véritables valeurs. Imaginez qu'un beau jour à Paris, des mosquées soient incendiées, des Arabes traqués jusque dans leurs maisons, battus, égorgés par centaines, tout cela étant l'œuvre de citoyens français jugeant ces populations halogènes trop nombreuses et devant remigrer pour que la France reste blanche et judéo-chrétienne. Est-ce que quelqu'un de gauche approuverait cela? Ne crierait-il pas au racisme? Quelqu'un de gauche est contre l'épuration ethnique, contre même toute forme de discrimination. Alors, bien sûr, beaucoup s'émeuvent aujourd'hui au vu des victimes de la guerre à Gaza. Et lorsqu'on leur rappelle que cela fait suite à une violente agression par des Gazaouis, ils rétorquent souvent que tout n'a pas commencé le 7 octobre, qu'Israël mène une politique de colonisation, que des Palestiniens ont été chassés de leurs terres en 67 et surtout en 48. Et ils ont raison. Sauf que tout n'a pas commencé en 48. Parce que c'est bien beau de remonter le fil des événements, mais encore faut-il aller jusqu'au bout, jusqu'aux premières violences, pour savoir qui a commencé. Sinon, on risque de se faire balader par un des protagonistes qui, pour inculper son adversaire, va s'arrêter là où ça l'arrange. Il est vrai aussi que dans un conflit, les responsabilités peuvent être partagées. Ça peut avoir commencé par des petits accrochages mineurs qui se seraient amplifiés au fil du temps et du cercle vicieux de la violence. Mais pas forcément. Si quelqu'un vous plante avec un couteau parce qu'il juge que vous l'auriez mal regardé, n'y a-t-il pas clairement un coupable ? Et est-ce l'auteur du mauvais regard supposé ou celui de la première violence réelle qui ici est le coup de couteau ? Or, dans le cas qui nous occupe, il est facile d'identifier le premier acte de violence manifeste en rapport avec ce conflit. Entre le 4 et le 7 avril 1920, à Jérusalem, des Palestiniens incendient des synagogues, traquent les Juifs jusque dans leurs maisons, violent, égorgent, faisant une demi-douzaine de morts et plus de 200 blessés. Le mobile ? Les Palestiniens craignaient d'être submergés par une immigration juive trop importante. Ils voulaient que la Palestine reste musulmane. Ça ne vous rappelle pas un peu la ratonnade dont je parlais au début ? Ce genre d'exaction, de mobile, n'est-il pas fondamentalement, plutôt, je dirais, d'extrême droite ? Car je rappelle, à tout hasard, que les Juifs, à l'époque, étaient de simples immigrants, totalement pacifiques, ayant acheté leurs terres ou habitations quand leurs familles n'y résidaient pas depuis des siècles. Le nombre de victimes aurait dû être bien plus élevé, des groupes d'autodéfense juifs ayant protégé certains quartiers.
Les autorités de l'époque britannique, par contre, n'ont pas fait grand-chose. Pire, des policiers arabes ont eux-mêmes pris part au massacre. Bref, un pogrom. Et là, vous vous dites peut-être que les Juifs ont décidé de riposter, ce qui a envenimé la situation. Pas du tout. La politique des groupes d'autodéfense juifs émergents à l'époque était de se limiter à la défense. Et malgré cela, ces pogroms vont continuer. Ils seront encore plus violents en 1929, puis en 1936. C'est seulement dans les années 30 que des groupes juifs paramilitaires dissidents minoritaires vont se former qui ne seront plus d'accord avec cette politique de non-violence et opteront pour la répression. En tout cas, cette violence palestinienne qui ne s'est jamais arrêtée depuis, clairement, oui, elle n'a pas commencé le 7 octobre. Et elle permet de comprendre que de plus en plus d'Israéliens deviennent plus ou moins racistes ou simplement ne croient plus en la coexistence pacifique. En tout cas, prendre le parti de ceux qui ont commencé les violences pour le motif raciste de conserver leur domination et n'ont eu de cesse de les poursuivre, me semble pour le moins discutable, surtout pour quelqu'un de gauche. Et toutes ces violences dans les deux camps pour la possession d'un territoire. La possession, un concept de gauche ? Et pour savoir qui serait dans son bon droit, la question est souvent de savoir qui était là en premier. Et il est vrai que certains gauchistes aiment bien les peuples premiers et que donc ils devraient soutenir les Juifs, puisque, bien avant d'être musulmane, cette terre était juive. Certains cependant affirment que le peuple premier serait les Palestiniens, car ceux-ci seraient des Juifs ou d'autres peuples locaux convertis à l'islam ou au christianisme, tandis que les Juifs venus au XXe siècle seraient en réalité des convertis au judaïsme venus d'ailleurs, thèse évidemment contestable, comme s'il n'y avait pas aussi des envahisseurs arabes ou autres qui se seraient jamais installés là en plus de 2000 ans, comme si aucun Juif aurait émigré en Europe ou ailleurs, dont les descendants n'envisagent plus tard de revenir. Mais surtout, cette thèse, faisant appel au droit du sang, est profondément raciste. Le seul habitant légitime d'une terre devrait y avoir tous ses ancêtres jusqu'au Paléolithique ? Non, pour un vrai gauchiste, l'argument ne peut être celui-ci. Est invoqué parfois le droit international. Or, qui n'a pas respecté le plan de partage de l'ONU de 1947 ? Les Arabes, qui ont immédiatement envahi l'État juif naissant dans les frontières que l'ONU lui avait prescrites. Certes, l'ONU a changé depuis du fait de l'apparition de nombreux petits États issus de la décolonisation, se sentant intuitivement plus proches des autochtones que des colons venus d'Europe, d'où maintenant des injonctions onusiennes plus favorables à l'autre partie. Mais se soumettre au droit ou à une majorité somme toute contingente, plutôt qu'à sa propre raison, au sens de la justice, est-ce, là encore, une valeur de gauche ? Or, que dit la raison ici ? La motivation du sionisme contemporain était que les Juifs disposent d'un pays où ils soient majoritaires afin de ne plus tenir le rôle de bouc émissaire les exposant à des pogroms. Le problème est que, bien sûr, il n'existait aucun pays où ils soient majoritaires, ni aucun pays inhabité, qui soit habitable du moins. Il s'agissait donc d'en trouver un où ils puissent devenir majoritaires avec un minimum d'inconvénients. Donc, de préférence, un pays où, ils soient déjà assez nombreux, quoique forcément minoritaires donc, pour limiter les déplacements, où la densité de population ne soit pas trop importante pour permettre l'absorption des immigrants sans que d'autres ne doivent partir, et où,
les autres populations présentes qui souhaiteraient rester en majorité quelque part puissent le faire en migrant pas trop loin. Or, là, ces trois conditions étaient réunies. La Palestine était, au début du XXe siècle, un des pays avec la plus grande proportion de Juifs. Elle était également faiblement peuplée, et la population majoritaire y était musulmane, plein d'autres pays voisins représentant une superficie considérable étant également à majorité musulmane. Voilà pourquoi opter pour un État juif plutôt que musulman en Palestine est la solution induisant le moins de nuisances, la meilleure du point de vue du bien commun, ce qui est, là encore, il me semble, une valeur de gauche. Et accessoirement, il s'agit du seul territoire ayant déjà été sous juridiction juive dans le passé, territoire qui depuis n'a jamais été indépendant, toujours colonisé en quelque sorte. Et accessoirement, le territoire où la déclaration Balfour leur promettait en 1917 un foyer national comprenait la Jordanie actuelle, ayant été octroyée aux Arabes en 1921. Cela dit, si l'on est de gauche, on est plutôt pour la laïcité, l'absence de discrimination. Or, un tel État existe en Palestine. Il s'appelle Israël. En effet, conformément à la déclaration Balfour qui demandait de ne pas nuire aux populations locales, cet État stipule dans sa déclaration d'indépendance de 1948 qu'il, je cite, « assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe, qu'il garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture, etc., etc. » Alors certes, ça c'est la théorie. Il y a toujours des trucs à améliorer, des discriminations résultant de tensions communautaires plutôt aggravées par une politique israélienne de plus en plus droitière, conséquence en grande partie du comportement des Palestiniens anti-israéliens. Mais si l'on est de gauche, on ne va évidemment pas soutenir l'extrême droite israélienne, plutôt la gauche, non ? Il faut savoir qu'avant, en terre musulmane donc, les juifs et les chrétiens avaient un statut inférieur, ils étaient soumis. Là, les discriminations, c'était autre chose. Je vous renvoie à l'affaire Asia Bibi pour ceux qui veulent un exemple actuel. C'est la notion de dhimitude qui est justifiée par un verset du Coran 9, 29. Et à propos de Coran, quelqu'un de gauche va-t-il soutenir la soumission de la femme 4, 34, la flagellation des fornicateurs 24, 2. Or, ce qu'on appelle fallacieusement la cause palestinienne est la cause des Arabes de Palestine, dans leur grande majorité musulmans, pas de tous les habitants de Palestine, donc les Palestiniens. Et le drapeau dit palestinien est exactement le même que celui du panarabisme. Coïncidence ? Aussi, la quasi-totalité des personnes musulmanes ou arabes soutiennent la Palestine. Autre coïncidence ? Pourtant, l'essentiel de la gauche soutient la cause dite palestinienne. Une première raison à ça est que la plupart des gens se laissent influencer par la propagande autour d'eux, laquelle mobilise les émotions, dont la compassion fondamentale à gauche. Propagande compassionnelle particulièrement active dans le cas qui nous occupe, avec des accusations à l'encontre d'Israël présentées comme des vérités, ou du moins comme émanant d'institutions dont la dénomination semble faire autorité, comme ONU, Amnesty International, mais qui présentent en réalité un biais anti-israélien, ou semblent plutôt neutres, comme Défense civile de Gaza, administrée par le Hamas.
Sauf que ces accusations, des procès d'intention, en réalité, ne reposent sur aucune preuve, comme il est aisé de s'en apercevoir en plongeant dans les études correspondantes, et je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur le sujet. Comme quoi, si l'esprit critique pouvait être un peu plus une valeur de gauche, je ne dis pas que l'armée israélienne est la plus morale du monde, ni même qu'il n'y aurait pas de famine et de destructions injustifiées à Gaza. Juste qu'il y a beaucoup d'accusations infondées et graves dans la mesure où elles alimentent la haine. Une autre valeur de gauche, une autre raison à ce soutien est que la plupart des gens prennent hâtivement parti pour un camp. Et comme à gauche, on est plutôt du côté du plus faible, des victimes du moment, et qu'Israël est supérieur militairement, et comme à gauche, on est plutôt du côté des autochtones racisés, et que beaucoup d'Israéliens ont le teint clair, et comme Israël a pour principal soutien les États-Unis d'Amérique, incarnant le capitalisme, mais aussi l'Occident, et en tant que pays le plus puissant militairement, le père ou l'oppresseur contre lequel on peut être tenté de se rebeller. Mais tout cela est un peu léger, non ? Ne conviendrait-il pas de s'attaquer au capitalisme en lui-même ? Et plutôt que prendre parti bêtement pour l'un des belligérants, une gauche intelligente ne devrait-elle pas s'attaquer à la cause du conflit, qui, là, de toute évidence, est le nationalisme fanatique, lequel est une réalité humaine universelle dont les autochtones racisés ne sont évidemment pas exemptes. Elle devrait incriminer une cause systémique ou psychologique plutôt que des individus, voire des peuples. Bref, prenons le temps de réfléchir et de nous renseigner sans a priori, car se développe actuellement une haine quelque peu obsessionnelle chez certains à l'encontre d'un bouc émissaire. Et ça, on sait à quoi ça conduit, et ce n'est pas vraiment sur la gauche. Pas vraiment vers la paix et la fraternité humaine. Merci de votre attention.